Ferragus 1, il y aura Ferragus 2, il y aura Ferragus 3, Ferragus. Et j'allais dire comme une sorte de secret entre Balzaciens. Tenez, par exemple, Balzac a découvert dans la grande ville une mine de mystère. Et le sens qui, chez lui, est toujours en éveil, c'est la curiosité, c'est sa muse. Il n'est jamais ni comique ni tragique, il est curieux. Il s'engage dans un enchevêtrement de choses avec l'air de quelqu'un qui flaire et promet un mystère et qui vous démonte toute la machine pièce par pièce avec un plaisir âpre, vif, triomphal. Regardez comment il s'approche de ces nouveaux personnages. Il les toise de toutes parts comme des raretés, les décrit, les sculpte, les définit, les commente, en fait transparaître toute la singularité et promet des merveilles. Ses jugements, ses observations, cette tirade, ces mots ne sont pas des vérités psychologiques, mais des soupçons et des trucs de juge d'instruction, des coups de poing sur ce mystère que, bon Dieu, on doit éclaircir. À cause de cela, quand la recherche, la chasse au mystère se calme et que, au début du livre ou au cours de celui-ci, jamais à la fin, parce que maintenant, avec le mystère, tout est dévoilé, Balzac disserte de son ensemble mystérieux avec un enthousiasme sociologique, psychologique, lyrique. Il est admirable, voir le début de Ferragus. Qui dit ça? C'est Pavese, l'italien, dans son journal. Qui nous raconte ce que Pavese dit de Ferragus? C'est Italo Calvino. Et où Calvino parle là de ce passage? Eh bien, dans la préface qu'il donne pour l'édition italienne de Ferragus. Le début, la préface s'appelle, elle date de 1973, La cité-roman chez Balzac. Faire d'une ville un roman, représenter les quartiers et les rues comme des personnages, dotés chacun d'un caractère différent, évoquer figures humaines et situations comme une végétation spontanée qui germe du pavé de telle ou telle rue, ou comme des éléments si dramatiquement opposés à leur cadre que les cataclysmes explosent en chaîne, faire en sorte que, dans le cours mobile du temps, la vraie protagoniste soit la ville vivante, sa continuité biologique, le monstre Paris. Telle est l'entreprise à laquelle Balzac se sent appelé, au moment où il se met à écrire Ferragus. Un autre passage d'Italo Calvino dans sa préface à Ferragus. Ce qui désormais passionnait Balzac, c'était le poème topographique de Paris, suivant l'intuition qu'il eut le premier de la cité comme langage, idéologie, conditionnement de toute pensée, de toute parole, de tout geste, dont les rues impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Une ville monstrueuse comme un gigantesque crustacé dont les habitants ne sont que les articulations motrices. Depuis des années, Balzac publiait dans les journaux des croquis de la vie urbaine, des médaillons de personnages caractéristiques. Désormais, il mise sur l'organisation de ce matériel, sur une manière d'encyclopédie parisienne où puisse prendre place le petit traité sur la façon de suivre les femmes dans la rue, le tableau de genre, des passants surpris par la pluie, la classification des vagabonds, la satire de la fièvre immobilière qui envahit la capitale, une caractérisation des grisettes, un enregistrement du parler de diverses catégories sociales, etc., etc. Il y a un seul point sur lequel Calvino, c'est pas qu'il me déçoit ni quoi que ce soit, c'est une surprise dans la méthodologie. Il est à la fin là, de son essai, et voilà ce qu'il nous dit. Il parle de Walter Benjamin. À peu près dans les mêmes années, Walter Benjamin, dans son essai sur Baudelaire, en notant que Italo Calvino parle du livre, ce livre Baudelaire, publié chez Payot, avec les 3 grands textes dont Central Park, puis le flâneur, mais il ne parle pas là du Passagenwerk, le livre des passages apparemment, mais c'est sur la question de la méthodologie que je me dis, nous on est là pour ça, pour aller y voir. À peu près dans les mêmes années, Walter Benjamin, dans son essai sur Baudelaire, écrit des lignes où il suffit de substituer le nom de Victor Hugo au nom de Victor Hugo, le nom plus approprié de Balzac, pour lui faire poursuivre et compléter notre propos.
Oui, mais Benjamin, il a écrit Hugo et non Balzac. Alors essayons, dans le passage là de Benjamin, de remplacer Hugo par Balzac. Ni dans Les Fleurs du Mal, ni dans le Spleen de Paris, on ne trouvera l'équivalent de ces tableaux urbains que peignait Honoré de Balzac de main de maître Baudelaire, ne décrit ni la population, ni la ville. C'est ce qui lui permet d'évoquer l'une à travers l'autre. Sa foule est toujours celle de la grande ville. Son Paris est toujours surpeuplé. Dans les tableaux parisiens, on peut déceler presque partout la présence mystérieuse de la foule. Lorsque Baudelaire prend comme thème le crépuscule du matin, il évoque quelque chose de ce silencieux grouillement que pressent Balzac dans le Paris nocturne. La foule était le voile mouvant, c'est à travers lui que Baudelaire a vu Paris. Alors évidemment, sur ce rapport à la foule, sur ce rapport au tableau parisien, sur ce rapport à Baudelaire, c'est le centre du travail de Walter Benjamin. Et évidemment, il y a beaucoup d'occurrences de Balzac dans le Passagenwerk. Et ce sera évidemment une vidéo qu'on va faire spécialement, parce qu'on peut relever pour chaque occurrence la liste précise des textes de Balzac qu'a lu Baudelaire. Alors évidemment, il y a Goriot, il y a La peau de chagrin, mais par exemple, il y a Le Diable de Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a un chapitre qui s'intitule « Ce qui disparaît dans Paris ». C'est-à-dire que Benjamin va chercher dans Balzac ce qui lui semble être typiquement le lieu de son propre travail. Mais là où cette question-là, justement, du tableau parisien, de la ville, il faudrait aller la chercher dans Ferragus, ou la ville ou la fille aux yeux d'or. Apparemment, Benjamin n'a pas connaissance de ces textes, mais on ira y voir de plus près. Je vais parler d'un troisième. Alors, vous savez que c'est un ensemble dans les improvisations de Butor. Il y a les improvisations sur Rimbaud, les improvisations sur Henri Michaud. Butor écrit, peut-être c'est celle que je préfère, les improvisations sur moi-même. Vous oseriez, vous, faire ça? Et il y a 3 volumes consacrés à Balzac. C'est pas rien. En plus, franchement, ils sont faciles à se procurer, parce que, vous voyez, moi, c'est que des bouquins de bibliothèque, parce que les miens, je ne sais plus où ils sont. Et les bibliothèques, elles désherbent. Donc, Butor qui parle de Balzac, tu parles que ça nous intéresse. Donc, allez, hop, désherbage. Profitez-en, on les trouve quasi pour rien. Et donc, il y a 3 thèmes, le marchand et le génie. On y reviendra quand on parlera de César Birotteau, scène de la vie féminine. Toujours un point, mais que nous, on a mis en travail d'emblée, avec par exemple le portrait de Laurence, sa sœur morte à 23 ans, avec le dossier Caroline Marbouty, avec la vie de Balzac racontée par Laure Surville. On n'est pas entré dans la question des personnages, c'est pas l'aspect, pas psychologie, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et là, le 2, Paris à vol d'archange, c'est-à-dire précisément le statut de la ville chez Balzac. Et bien évidemment, Butor, là, commence avec Ferragus. Et si on cherche là, ces passages sur Ferragus, il développe l'organisation, j'allais dire structurelle, thématique, de ce que Balzac nous envoie. Et c'est pour ça que là, moi, cet après-midi, je veux lire Ferragus, tout au moins toute la première partie. À la fin de la première édition de Ferragus, Balzac ajoute une postface dans laquelle il annonce la suite de l'histoire des 13. Cette aventure où se presse à la fin de la première édition de Ferragus, Balzac ajoute une postface dans laquelle il annonce la suite de l'histoire des 13. Nous, on va en parler juste ensuite, l'histoire des 13. Cette aventure où se pressent plusieurs physionomies parisiennes et dans le récit de laquelle les digressions étaient en quelque sorte le sujet principal pour l'auteur, montre la froide et puissante figure du seul personnage qui, dans la grande association des 13, est succombé sous la main de la justice, au milieu du duel que les hommes livraient secrètement à la société. Si l'auteur a réussi à peindre Paris sous quelques-unes de ses faces, en le parcourant en hauteur, en largeur, en allant du faubourg Saint-Germain au Marais, de la rue au boudoir, de l'hôtel à la particulier, à la mansarde, de la figure d'une prostituée à la figure d'une femme qui avait mis l'amour dans le mariage, et du mouvement de la vie au repos, de la mort
Peut-être aura-t-il le courage de poursuivre cette entreprise et de l'achever en donnant 2 autres histoires où les aventures de 2 nouveaux 13 seront mises en lumière. La seconde aura pour titre « Ne touchez pas à la hache », qu'on connaît nous aussi sous le titre de Duchesse de Langeais. Le troisième, « La fille aux yeux d'or ». Balzac nous donne ici un fil pour nous débrouiller dans son labyrinthe. Il nous indique quelles sont les régions parisiennes qu'il a tenté de relier par une intrigue. L'essentiel, ce n'est pas de raconter une histoire, mais de présenter la réalité parisienne. Les aventures sont conditionnées par ce qu'il cherche à montrer, et les personnages sont avant tout des liens qui permettent de passer d'un lieu à un autre. C'est pourquoi les digressions sont l'essentiel. Dans Ferragus, les rues de Paris, la pluie à Paris, les mendiants de Paris, les amoureux de Paris, la grisette de Paris, le cimetière de Paris. Si on les détache du texte, ces digressions apparaissent comme des poèmes en prose à la manière de Baudelaire. Dans sa préface au Spleen de Paris, celui-ci parle de la poésie des grandes villes, de la forme nouvelle qu'il faut trouver, et nous dit que ce qu'il propose, Baudelaire, a l'avantage de ne pas suspendre l'imagination du lecteur au fil d'une intrigue superflue. Ah oui, cette espèce de court-circuit Baudelaire-Balzac, à laquelle Calvino, Pavese et Butor viennent là et nous ajoutent Walter Benjamin dans le paysage. On est sur du solide. Chez Balzac, l'intrigue n'est pas superflue. Il ne saurait pas. Mais les tableaux jouent un rôle essentiel dans l'apparition de ces caractères symboliques, de ces hiéroglyphes que sont les personnages balzaciens. Balzac veut nous tenir en haleine parce qu'il veut que nous le lisions, que nous en passions par ce qu'il veut nous montrer. Il faut rivaliser avec le feuilletoniste pour imprimer dans l'imagination du lecteur un certain nombre de scènes essentielles. La digression en forme le fond. L'intérieur et l'extérieur. Les descriptions d'intérieur sont essentielles chez lui, et aussi les descriptions de paysages. Entre les deux, il y a le paysage urbain, dont l'intérieur urbain n'est souvent qu'un cas particulier dans la mesure où il est en partie public, ce qui est le cas du salon. Dans les scènes de la vie privée, la maison est un lieu relativement clos. On en voit l'extérieur, on peut apercevoir un certain nombre de vestibules, de passages, ainsi la façon tellement progressive avec laquelle nous pénétrons à l'intérieur de la maison Vauquer, dans le Père Goriot. Les extérieurs sont tout aussi significatifs. Donc s'il est intéressant de montrer un intérieur de grandes dames, d'artistes, de grands bourgeois, de petits bourgeois, de boutiquiers, d'artisans, il est aussi intéressant de montrer les extérieurs qui leur appartiennent, plus ou moins. Les rues, par exemple, où se groupe telle couche de la population parisienne ou telle profession. Nous sentons certes, tout cela, mais il s'agit de le rendre plus clair, de nous le faire sentir plus encore. Moralité des rues. Certaines rues nous sont directement significatives. Elles sont des marques extérieures de richesse, de misère, d'activité. Il y a des rues de luxe, les allées, les avenues de la promenade des riches. Il y a aussi les rues de la misère et du crime. Toutes vont communiquer les unes avec les autres, ce qui provoque les rencontres les plus curieuses, le bouleversement des fortunes, la roue qui s'est mise à tourner à toute vitesse au temps de la Révolution. Tout cela fait que certains quartiers sont habités par des gens qui ne devraient pas y être, dans lesquels l'antiquaire peut observer des recouvrements qu'il peut lever délicatement comme les pages d'un livre pour y découvrir les secrets gardés et souvent perdus. Au lieu de parler de rue d'honneur d'une part, de rue de crime de l'autre, Balzac parle de rues déshonorées, c'est-à-dire qui étaient des rues d'honneur et sont devenues des rues de crime. Les événements ont produit un délabrement aussi bien dans les façades que dans les objets ou chez l'habitant. Non seulement déshonorées, mais déshonorantes. Certaines ont un pouvoir tel qu'on ne pourra y passer indemne. Elles partent obscurément, mais si fort que nous nous trouvons corrompus, transformés, si nous ne sommes pas prévenus et armés. Il y a aussi des lieux de tranquillité dangereuse où le mensonge peut s'étaler. D'autres qui crient leur malheur. Toujours il y a des citations, mais ça on va les retrouver dans la lecture de Ferragus, juste ensuite. Nous pouvons retrouver ici les différentes sphères ou gradins de l'enfer. Rue pour le grand monde, rue pour artistes, rue pour la grande bourgeoisie, rue pour la petite, rue pour le prolétariat, avec rue pour boutiquier, rue pour artisan, rue ou souterrain pour le crime.
S'élever dans la société implique un changement d'adresse. Il faut passer d'un quartier à un autre. Lorsqu'on habite dans telle région, sa moralité vous imprègne avant même que vous puissiez changer quelque chose à son décor. Il vous faut donc déménager. Si on peut détailler toutes sortes de nuances, si un petit bourgeois fait tout d'un coup fortune à cause d'un héritage inattendu, il a tendance à s'installer aussitôt dans une rue très riche, mais conservant ses habitudes, il risque de faire tâche. Un malheur particulier s'abat sur lui. Si au contraire, un personnage de grande qualité, par exemple un rescapé de la noblesse d'Empire comme le colonel Chabert, se trouve obligé d'habiter dans une maison ignoble, dans un quartier affreux, peu à peu, cela déteindra sur ses vêtements, sur son attitude. Seul un noyau très dur pourra résister à cette imprégnation. Voilà, ça c'est Butor quand il parle de Balzac. Par exemple, il écrit un petit bout, là, c'est que des fragments, sur « Dans l'épaisseur des murs ». Balzac décrit la rue avec son épaisseur, les vestibules, une fenêtre lointaine avec une bougie. Le décor est troué par une fenêtre. D'innombrables murs divisent Paris, murs réels et virtuels entre les différents quartiers, les différentes sphères, mais ils comportent des fissures. Il y a des portes officielles, d'autres qui permettent des raccourcis. Le flâneur se promène d'abord entre des murs derrière lesquels il y a des intérieurs avec la vie privée. Souvent le récit commence par la description d'une fenêtre par laquelle on découvre l'inattendu, horreur ou merveille. C'est maintenant que le roman commence. Et là, il nous raconte justement le début de Ferragus. Et il a aussi un fragment, la pluie révélatrice, fragment suivant. Et là, je vais laisser Butor, je vais le retrouver. Mais est-ce que vous, pour vous, ça vous est arrivé? Ça pourrait être un atelier d'écriture, mais c'est pas comme ça que moi je conçois l'atelier. Comment travailler avec la pluie? Alors, au cinéma, on pourrait citer plein de scènes où c'est de toute façon la pluie au cinéma, hein. C'est un tuyau de pompier, et puis tout ça n'est qu'illusion. Mais l'équivalent en littérature. Et dans Balzac, précisément, je vais vous lire juste un tout petit bout de Ferragus qu'on va retrouver ensuite donc, dans la grande lecture sur la pluie. Et si on sépare la pluie, en le prenant là dans l'optique de Calvino, Pavese, Butor. Dans les premiers jours du mois de mars, au milieu des plans qu'il méditait pour frapper un grand coup, en quittant son échiquier après une de ses factions assidues qui ne lui avait rien appris, il s'en retournait vers 4 heures à son hôtel, où l'appelait une affaire relative à son service, lorsqu'il fut pris rue Coquillière, par une de ces belles pluies qui grossissent tout à coup les ruisseaux et dont chaque goutte fait cloche en tombant sur les flaques d'eau de la voie publique. Un fantassin de Paris est alors obligé de s'arrêter tout court, de se réfugier dans une boutique ou dans un café s'il est assez riche pour y payer son hospitalité forcée ou, selon l'urgence, sous une porte cochère, asile des gens pauvres ou mal mis. Comment aucun de nos peintres n'a-t-il pas encore essayé de reproduire... Vous voyez, ça c'est toujours aussi un des trucs de Balzac. Tu es dans la scène, mais non, tout d'un coup tu t'arrêtes en disant « Ah, il n'y a pas un peintre qui nous montrerait ça ?» C'est-à-dire le statut de l'image dans le texte, tu l'arrêtes en disant « Ah, qu'est-ce que ça ferait une image pour un peintre ?» Mais ce faisant, tu saisis la lancée langagière que tu es en train de fabriquer pour la regrouper en tant qu'image. Une image verticale qui fonctionne là, dans la réminiscence, en tant qu'image. Bon, ça c'est classique chez Balzac, mais Proust utilisera ça aussi. Comment aucun de nos peintres n'a-t-il encore essayé de reproduire la physionomie d'un essaim de Parisiens groupés par un temps d'orage sous le porche humide d'une maison, ou rencontrer un plus riche tableau? N'y a-t-il pas d'abord le piéton rêveur ou philosophe qui observe avec plaisir soit les raies faites par la pluie sur le fond grisâtre de l'atmosphère, espèce de ciselures semblables aux jets capricieux des filets de verre, soit les tourbillons d'eau blanche que le vent roule en poussière lumineuse sur les toits, soit les capricieux dégorgements des tuyaux pétillants, écumeux, enfin mille autres
riens admirables étudiés avec délice par les flâneurs, malgré les coups de balai dont les régale le maître de la loge. Puis il y a le piéton causeur qui se plaint et converse avec la portière quand elle se pose sur son balai comme un grenadier sur son fusil. Le piéton indigent, fantastiquement collé sur le mur sans nul souci de ses haillons habitués au contact des rues. Le piéton savant qui étudie, épelle ou lit les affiches sans les achever. Le piéton rieur qui se moque des gens auxquels il arrive malheur dans la rue, qui rit des femmes crottées et fait des mines à ceux ou celles qui sont aux fenêtres. Le piéton silencieux qui regarde toutes les croisées, à tous les étages. Le piéton industriel armé d'une sacoche ou muni d'un paquet traduisant la pluie par profits et pertes. Le piéton aimable qui arrive comme un obus en disant « Ah, quel temps, messieurs !» et qui salue tout le monde. Vous voyez le régal que ça va être de lire là cette première partie de Ferragus. Moi, je vais juste finir par une... donc il y aura 3 parties. Celle-ci, les lecteurs de Ferragus. Pourquoi c'est un petit peu un objet secret, un objet culte entre Balzaciens. Il y aura aussi, ça, Butor attire là-dessus, il y a la fin, la mort de la femme évidemment qui soutient là tout le récit et son enterrement au cimetière du Père Lachaise. Ce texte, je voudrais vraiment le lire. Ce sera la 3e, la 2e étant une lecture là, le plus dépouillée, sans rien d'autre de cette grande marche en avant de Ferragus. Et donc c'est l'histoire des 13. Donc sur 13 personnages sous la surface du monde, invisibles, et qui pourtant, par leur solidarité, la façon dont ils ont de s'associer, une sorte de jeu de conspirateurs, mais à quelques étages de la société ou quelques fonctions, permettent de comprendre que la société soit traversée de fractures, Butor dit fissures, de fractures qui soient de l'extérieur incompréhensibles, mais qui supposent là d'accepter aussi la question du fait divers, non, la question de la violence crue, la violence armée, le rapt, l'enlèvement, dans Ferragus, le crime délibéré, d'autant plus délibéré qu'il va falloir s'y reprendre à 3 fois pour arriver à tuer ce pauvre jeune homme de Maulincour. Et Balzac annonce donc 13 histoires. Il n'en livre que 3. On est en 1833, donc ce moment de grande bascule où les textes qui explorent ça dans l'histoire, qui explorent ça dans les mœurs, la vie privée, la province, vont commencer à se rassembler dans la comédie humaine, mais qui n'est pas encore accessible ou visible à Balzac. En tout cas, pas dans sa globalité. Et les 13 auraient une fonction de rouage intermédiaire, en ce sens que la même figure agissante, mystérieuse, incluant la subversion, mais demeurant au fond avec un statut d'énigme, agit la surface mouvante de la société sans jamais y transparaître ou y apparaître. Balzac en écrit 3. Il y a aussi les dizains, vous savez, les contes drôlatiques. Il devait y avoir 10 dizains, 100 contes drôlatiques. Il écrit les 3 premiers. Et on ne va pas lui reprocher. Mais c'est comme si de lancer cette idée de projet vaste, projet qui doivent continuer, font que là, dans la structure des 13, ces figures souterraines et, j'allais dire, la peau de la société qui agit, font que c'est cette peau qui devient sujet. Il comprend comment on peut travailler cette opposition signalée par Calvino, aussi bien que Butor, la digression, et c'est là où Balzac est baudelairien avant Baudelaire, la digression suffit à l'emprise sur nous de la narration. Sauf que Baudelaire pourrait y arriver parce que l'époque a changé. Balzac, non, c'est pas concevable mentalement, mais il l'énonce quand même. Et simplement quand cette surface-là,
avec ce qu'il a travaillé, j'allais dire collectivement, par la foule, par le sujet collectif qu'est l'individu de la ville, par les structures sociales, et puis l'argent, bien sûr, comme moteur abstrait du monde, eh bien, à ce moment-là, il ne suffirait plus d'enlever que d'enlever le rouage, j'allais dire, du fait divers, le rouage là, de ce crime qu'on convoque pour agir, pour mettre en branle, mettre en tremblement tout ça. Vous enlevez le Ferragus, il ne vous reste plus que la ville. Et à ce moment-là, ça peut devenir la comédie humaine. Et c'est pour ça que ce texte Ferragus, comme la fille aux yeux d'or, les deux volets là, du triptyque avec le « ne touchez pas la hache » au milieu, ça nous retient autant. Ferragus, maintenant on y va voir.